Là, vous avez un code QR à rejoindre sur votre téléphone ou votre tablette, parce qu'il va y avoir des questions interactives tout au long de la conf, comme un Wooclap. Voilà. Vous pouvez aussi poser vos questions du coup directement dedans ou les poser dans le chat Zoom. De toute façon, je regarderai les deux au fur et à mesure. Voilà. Ok. Donc juste pour, je vais remettre dans le chat. Donc c'est acido.com, hashtag VIH. Voilà. Donc ce soir, on va voir différentes choses sur le VIH. On va déjà voir la partie viro fondamentale et épidémiaux. Ensuite, on va voir les antirétroviraux. Et on va finir avec la prise en charge, donc le traitement en lui-même et toutes les situations à peu près imaginables. Faut voir que c'est un diapo qui n'était pas prévu initialement pour une conf e-pharma. Donc il y a plein de choses que je vais passer parce qu'elles sont pas adaptées au niveau de l'étudiant qui prépare l'internat pour simplement après. Mais il y a du coup plein de choses quand même qui vous concernent quand même. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne m'attarde pas, c'est normal. Donc, déjà le VIH en lui-même. Donc le VIH, c'est un virus qui est réparti sur toute la planète, notamment qui se concentre en Europe de l'Est, Asie centrale et en Afrique du Sud et de l'Est, qui sont des gros points de réplication du virus, et qui, bah, du coup, font une grande partie des consultations. Dans les pays à haute prévalence, c'est surtout des jeunes femmes qui sont touchées, et dans des pays à faible prévalence, comme en France, ça va être les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les transgenres, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe. Après, les lignes restent relativement floues parce que on a du mouvement entre les pays à haute et à faible prévalence. Les choses importantes qu'il faut que vous reteniez dessus, c'est que déjà, il n'y a pas de sexe ratio, que la problématique au niveau mondial, elle est surtout liée à VIH-1, sachant qu'il y a 4 sérotypes. Et c'est surtout le sérotype M qui est responsable de la pandémie, qui fait plus de 50% des infections à VIH. Le VIH-1M, il est réparti ensuite en 9 sous-types, A, B, C, D, F, G, H, J, K, et plus de 80 formes qui sont recombinantes. Dans les pays industrialisés, c'est surtout du sérotype M sous-type B, et en Afrique du Sud, c'est surtout du sous-type C, qui lui est extrêmement contagieux. Vous avez aussi un petit peu de VIH2 en Afrique de l'Ouest, et qui se retrouve très peu en France, mais qui présente des difficultés concernant le traitement. Parce que vous allez voir qu'on a des résistances à certains traitements. Le VIH, c'est aussi un virus qui mute beaucoup, et donc en termes de sérotypes et de sous-types, on a en plus des quasi-espèces entre les individus en raison des mutations, en fait. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations. Mes premiers quiz. Tout le monde est connecté? On a 50 personnes sur le live. On va dire que j'en attends au moins 40, histoire que ce soit représentatif. Allez, c'est parti. On va mettre la question. Donc, au sujet du VIH, indiquez là où les propositions correctes. Alors, donc on a quasiment 40 réponses, super. Donc, je vais mettre les bonnes réponses. Le sexe ratio, on l'a vu, il est de 1 environ, 1 sur 1. Il n'y a pas de prévalence plutôt vers les hommes ou vers les femmes de manière générale dans le monde entier.
Le sérotype M, il est responsable de la pandémie. Le VIH2 est prévalent en Afrique de l'Ouest, pas en Amérique du Sud. Et le sérotype M sous-type C est extrêmement contagieux. Ça, c'est voilà. C'est tout ce qu'il y avait à retenir sur cette diapo. Enfin, les choses principales. Donc, le cycle naturel du virus. Alors, faut que j'avance moi de mon côté aussi. Voilà. Donc, on a déjà une incubation. Là, on parle du coup d'un contact avec le virus, que ce soit avec une porte d'entrée sexuelle ou une porte d'entrée muqueuse de manière générale. Il faut savoir que le virus ne passe pas à travers la peau saine, euh, kératinisée. Ça passe forcément par des muqueuses ou par une lésion. Donc, on a une incubation qui est muqueuse au niveau de la muqueuse qui dure environ 1 à 6 semaines. Ensuite, on passe dans les cellules immunitaires qui vont remonter dans les ganglions et proliférer dans les ganglions, donc notamment par les lymphocytes TCD4 et les monocytes. À cette phase d'invasion, on peut avoir différentes choses. On peut avoir des syndromes mononucléosiques, on peut avoir des syndromes pseudo-grippaux et on peut faire quelques méningites. C'est possible aussi. Il y a quelques rares cas aussi de néphrite à VIH, c'est possible, ça arrive. Mais voilà. Donc, quand vous avez un cas où vous avez une personne jeune qui a un syndrome mononucléosique, pensez à mettre le VIH dans les agents étiologiques possibles. C'est quelque chose qu'on recherche. Donc, une fois qu'on a l'atteinte ganglionnaire, les lymphocytes vont sortir des ganglions, pareil pour les monocytes. On va avoir une virémie liée à la réplication du virus en dehors des ganglions. À partir de là, on a une contagiosité par le sang, par les sécrétions sexuelles et par le lait maternel. Pas la salive, c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne savent pas s'ils peuvent toujours faire des bisous à leurs enfants ou pas. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut tomber en QCM. Les questions, je réponds à la fin de la diapo. Au fur et à mesure du temps, en une dizaine d'années à peu près, on a une déplétion des CD4 ou des monocytes. C'est la phase de latence clinique, jusqu'à ce qu'on ait une immunodépression assez forte pour avoir tout un tas de soucis, que ce soit des infections opportunistes ou des cancers, ce qu'on appelle le stade SIDA. Voilà. Chose importante que j'ai pas mis sur la diapo. Donc, les virus VIH ont des tropismes. Ça peut être des tropismes dits M ou R5, parce que ça cible le CCR5, qui est le corécepteur pour les macrophages. Donc, on a des souches qui sont trophiques vers les macrophages, qui ont un autre nom qui s'appelle NSI pour Non-Syncytium Inducing. En gros, ça ne forme pas de syncytium. Ce sont des virus qui se répliquent généralement lentement. Et vous avez les souches virales à tropisme lymphocytaire T, qui s'appelle X4, parce qu'elles utilisent le CXCR4 comme corécepteur pour pénétrer dans la cellule. Donc, elles, leur autre nom, c'est SI, pour Syncytium Inducing. Et elles sont généralement elles ont généralement un caractère cytopathogène plus marqué. Voilà. Et on a des souches qui sont à double tropisme. Ça, c'est important pour certaines thérapies, notamment le Maraviroc. On reviendra dessus dans quelques minutes. Et on peut avoir un changement de tropisme au fur et à mesure de la vie et de l'évolution de la maladie. Voilà, voilà. Donc au niveau, alors NSI, je vais le mettre dans le chat si tu veux. NSI, c'est non-syncytium. Alors que je l'écris bien quand même. Syncytium inducing. Donc ça, c'est les souches qui sont à tropisme M ou R5. Et tu as les souches SI pour Syncytium inducing, qui sont à tropisme T et qui utilisent le CXCR4. Voilà. Alors, la primo-infection, généralement,
elle fait plutôt des syndromes mononucléosiques ou pseudo-grippaux qui peuvent passer inaperçus. Parce que, bah, on n'a pas beaucoup de consultations à ce stade-là. Et la réactivation en soi, ça n'existe pas vraiment. C'est la phase de latence clinique. Voilà. Donc, ensuite, le cycle naturel, je vous ai mis un petit schéma. Vous avez une vidéo aussi si vous voulez. De toute façon, vous aurez le diapo à la fin. Je vais pas vous faire l'affront de vous détailler tout le cycle parce que vous le connaissez. Mais globalement, les choses importantes à retenir, c'est que c'est un virus qui a une enveloppe, qui a comme ça un cône tronqué en termes de capsid. Les protéines d'enveloppe sont les GP120 et 41 qui forment ensemble la GP160. On a des protéines aussi de capsid dont on va parler tout à l'heure. Et le génome du VIH, c'est un génome ARN. Ça, c'est très important parce qu'après, quand vous allez rechercher le VIH, bon, voilà, on va en parler tout à l'heure, mais déjà, on a une rétrotranscription si on a envie de faire une PCR, mais c'est pas le premier test qu'on fait. Et surtout, on aurait difficilement une intégration dans le génome si on pouvait pas utiliser la transcriptase inverse. Voilà, donc le VIH rentre par le CD4 et le corécepteur, donc soit c'est CR5, soit c'est XCR4 en fonction que ce soit des macrophages ou des lymphocytes. Ça pénètre dans la cellule et on a une étape de rétrotranscription, donc pour passer le génome ARN en ADN et voilà. Donc il y a pas de hotspot d'intégration dans l'ADN non plus. Ça, je vais passer rapidement dessus, mais globalement, il faut savoir que le VIH a des sites, hem de réplication à l'abri des antirétroviraux et c'est pour ça qu'on arrive très difficilement, en fait, à guérir définitivement du VIH. Voilà. On peut quasiment pas, il y a moins de 10 personnes pour lesquelles le VIH a été guéri complètement, par des procédures, thérapeutiques. Donc, gardez à l'esprit que les cellules cibles du VIH, c'est surtout les CD4 et les cellules de la lignée monocytaire macrophagique. Sauf que ces lignées monocytaires macrophagiques, c'est pas juste les monocytes. Vous avez également les cellules folliculaires dendritiques, des ganglions, qui sont des macrophages résidents. Les cellules de Langerhans de l'épiderme, qui sont du coup le site de réplication dans, l'épiderme et dans les maltes, les plaques, immunitaires des muqueuses et c'est là justement qu'on a la réplication dont je vous ai parlé il y a quelques instants, pendant 1 à 6 semaines. Et les cellules microgliales du cerveau qui sont également de cette lignée. Donc voilà, si on vous pose en QCM ces questions-là, il faut que vous sachiez que c'est enfin voilà, vous pouvez avoir d'autres réponses correctes que juste monocyte. Faut penser à tout ce qui est de la lignée. Deuxième question, j'espère que vous êtes prêts. Sujet de l'infection à VIH. Ah, vous étiez peut-être pas connecté, je vais attendre que vous vous connectiez. Je lance dans 5 secondes, le temps que tout le monde revienne. Pour l'instant, j'ai pas de questions là-dessus. Allez, on y va. Alors, donc il y avait juste mince, j'ai pas coché la bonne réponse. Je vais juste modifier ça parce que c'est pas
je me suis trompé dans la réponse que j'ai sélectionnée. Merde. Est-ce que c'est censé être les CD4+, pas les CD8? Alors, voilà, hop, voilà. Désolé, j'avais juste mal coché les bonnes réponses. Donc, les lymphocytes CD4, les CD8 ne sont pas des cibles, mais vous allez voir qu'on recherche quand même les CD8, on va quand même les doser par cytométrie en flux, parce qu'on va faire des rapports CD4, CD8 pour voir à quel point la déplétion CD4 est puissante. Les cellules sous-schématiques ne sont pas des cibles, on est d'accord. Les macrophages, vous êtes d'accord, ce sont des cibles. Les cellules ciliées des voies aériennes, c'est juste des cellules muqueuses, mais qui n'ont pas le récepteur CD4. Ils n'ont pas le récepteur non plus pour le virus. C'est pas des macrophages. Vous savez, c'est juste les cellules qui bougent pour faire avancer le mucus dans les voies aériennes. Donc rien à voir. Les stades CDC. Alors, c'est des stades qui sont utiles en clinique. Maintenant, je doute qu'on vous en parle beaucoup au concours de l'internat, donc je vais aller très vite dessus. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des stades qui sont utilisés par les médecins pour quantifier l'avancée dans la maladie du patient atteint par le VIH. Et donc pour ça, on classifie en fonction du taux de CD4 minimal au cours de la maladie. C'est-à-dire si le patient est descendu à 300 et que maintenant il est à 1200 CD4, son nadir, son point le plus bas était à 300. Donc il restera toute sa vie au stade 2. Pareil, en fonction des infections qu'il a eues, s'il a une infection mineure ou s'il a une infection classant SIDA, eh bien il ne reculera pas dans les stades. Si, disons, il a eu une toxoplasmose cérébrale et que son taux de CD4 était à 50 CD4 par millimètre cube, il va être classé en C3 et il ne reviendra jamais en B2, en B3, en B1, en C2. Il restera toute sa vie en C3, même si ses CD4 ont remonté entre-temps et que l'infection a été traitée. Voilà. Donc, dans différentes affections qui sont importantes à connaître, qui classent au stade SIDA, vous avez les atteintes à cryptococcose, vous avez les affections à cytomégalovirus, notamment les rétinites et les atteintes digestives, donc maladie ACMV et rétinite ACMV. Les encéphalopathies, donc comme je vous ai dit, on peut avoir des encéphalopathies ou des méningites. Et globalement, les sarcomes de Kaposi et les lymphomes. Le reste, vous le voyez pas trop. Ah si, les mycobactéries, donc toutes les tuberculoses. Si le patient a une tuberculose symptomatique et qu'il a le VIH, il est automatiquement au stade SIDA. Voilà. Ça fait beaucoup de maladies, mais retenez simplement les principaux. Voilà. De toute façon, je vous redis, là, je passe assez vite parce qu'il y a beaucoup de diapos, mais vous aurez le cours après. Alors, ça, j'ai pas spécialement d'intérêt à vous en parler. C'est plus côté médical. Au niveau des biomarqueurs. Donc, il faut voir que, j'en ai parlé, vous avez l'AGP 120 et l'AGP 41, qui sont au niveau de l'enveloppe, qu'on peut rechercher. Vous avez la, la capside, et la capside qui a des protéines 24, qu'on peut rechercher également. La protéine P20, enfin, l'antigène P24, donc la protéine P24, elle se positive généralement vers le 15e jour de l'infection,
donc elle se positive après la positivité de la charge virale, qui se quantifie par l'ARN VIH, qui est un ARN positif à 2 brins identiques. Cet, antigène P24, on va avoir un pic de présence dans le sang et ensuite il va se négativer environ à J30, parce qu'on commence à passer dans une phase latente à ce moment-là. Et à partir de J20 environ, on commence à avoir des anticorps anti-VIH apparaître. Donc des anticorps généralement anti-GP120, anti-GP41 et anti-P24, mais ça peut être n'importe quelle autre partie de la du virus. Mais on va surtout chercher cela. Au niveau de la classification générale du virus, c'est un rétroviridé ou rétrovirus, globalement. Classe des spumavirinés, famille des orthorétrovirinés, sous-famille des lentivirus. Ça fait beaucoup de choses globalement, mais si vous reconnaissez un de ces mots-là, voilà, vous saurez que c'est pas un piège et que ça fait bien partie de la classification de la famille du VIH. Voilà, voilà. Dans les stratégies de dépistage. Ça, c'est important parce que c'est des choses qui peuvent tomber et juste après, on va voir le diagramme général de dépistage recommandé. On a différentes possibilités. On a les TROD ou les autotests. Les TROD sont faits en laboratoire, les autotests sont faisables en officine. Donc eux, le délai de fiabilité, il est de 3 mois. Il peut se positiver à partir de J20. Il est recommandé pour les populations de faible prévalence ou quand on est en labo de garde, on va faire des TROD parce qu'on va pas lancer un ELISA 4e génération comme ça en garde, on n'a pas le temps. Donc voilà, pour des populations de faible prévalence. Les populations de forte prévalence, on risque de passer à côté de cas, donc c'est pas recommandé pour eux. Au niveau de l'ELISA 4e génération, ça c'est vraiment le truc qui marche pour tout le monde, et qui est fiable vraiment à partir de la 6e semaine après l'infection ou après le contact à risque. Même si, pardon, on peut avoir des positivations à partir de 15 jours. Je vais vous expliquer un petit peu juste après pourquoi est-ce que ça peut se positiver à 15 jours. On peut faire des Western blot, mais c'est pas recommandé parce que c'est long et il n'y a pas le temps pour tous les patients. On peut faire des RT-qPCR, mais l'intérêt franchement est très mineur, quand on a déjà l'ELISA qui est fait. Et puis le RT-qPCR, c'est pas trop du dépistage, c'est plus du suivi pour mesurer la charge virale. L'ANFS et le compte des CD4, CD8, il se fait dans le bilan diagnostic initial, mais pas dans le dépistage. Alors pour la protéase, c'est la P11 ou la P12? Juste revenir en arrière, hop. La protéase, la P11. Après P11, P12, globalement, tu sais que c'est fait par rapport au poids moléculaire des protéines. Entre 11 et 12 kilodaltons, il y a vraiment très peu de différence, hein. Donc c'est pas, je pense pas qu'on te sélectionne sur, si tu dis que c'est P11 au lieu de P12 ou inversement. Par contre, P24, 120 et 41, ça par contre, c'est des protéines, qui sont voilà, qui sont nommées comme ça et qui sont uniformes entre les labos. Forte prévalence, c'est jeunes femmes dans les pays à forte prévalence. Dans les pays à faible prévalence, c'est plutôt HSH, personnes trans, usagers de drogue et travailleurs du sexe. Voilà. Au niveau des stratégies de dépistage. Donc, quand vous recevez un prélèvement et que vous n'êtes pas en garde, vous allez récupérer déjà du sérum ou du plasma, parce que c'est là-dessus qu'on travaille d'habitude. Et on va faire dessus un ELISA 4e génération, mixte et combiné. Tout ça, c'est un mot-clé. Dedans, on va rechercher les anticorps anti-VIH1, les anticorps anti-VIH2 et l'antigène P24.
Donc on a dit que ça se positivait à partir de J15, mais que le délai de fiabilité était à la 6e semaine. Parce qu'on recherche du coup les anticorps, qui se positivent à partir de J20 et qui restent positifs, et on recherche l'antigène P24 qui commence à être positif à partir de J15. Voilà, on cherche pas du tout l'ARN VIH. Si le test est négatif, on avance pendant 3 semaines et au bout de 3 semaines, on refait le test pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de voilà, pour avoir une bonne VPN. Pour être sûr de ne pas exclure un patient qui serait positif, enfin qui serait contaminé, mais qui serait négatif avec notre test. Si le test est positif, on va vouloir savoir si on a du VIH1 ou du VIH2. Donc dans ce cas-là, on fait un Western blot. Le Western blot, c'est donc pas du dépistage, c'est pour typer, savoir quel VIH on a. Pour le VIH1, on va rechercher 2 protéines d'enveloppe. Est-ce que vous pouvez me redonner les 2 protéines d'enveloppe principales? Ouais, GP120, GP41. Les 2 combinés, ça fait GP160. Pour VIH2, on va rechercher une protéine d'enveloppe, une protéine de capsid et une protéine de polymérisation virale. Ça, c'est important. Ça, je pense que ça fait aussi des mots-clés de ce que nous avait dit notre prof de viro. Alors, je t'avoue que j'ai pas fait de viro en laboratoire, mais je pense que la 160 doit pouvoir l'avoir au Western blot. Parce que c'est la combinaison de la 41 et de la 120. Ensuite, donc si le test est positif, on va vouloir confirmer qu'on n'ait pas eu un tube mal étiqueté avec le nom d'un autre patient qui aurait été positif au VIH, enfin, au test ELISA et Western blot, pour être sûr que ce soit bien notre patient qui soit infecté et pas un autre. Donc on va demander un nouveau prélèvement et on refait un ELISA dessus. Si c'est positif, le patient a bien une infection à VIH. Si le deuxième test est négatif, dans ce cas-là, on avait une erreur d'identification et il faut retrouver le bon patient. Si on avait l'ELISA positif, le Western blot, c'est sur le premier prélèvement. Celui que tu as fait avec le premier ELISA, tu le reprends, tu fais ton Western blot dessus. Si le Western blot est négatif, mais que l'ELISA était positif, dans ce cas-là, il y a un souci de sensibilité. Tu sais pas si l'ELISA était positif parce que il y a eu un truc qui a eu une réaction croisée, ou que si tu as bien ton VIH, mais que tu n'en as pas assez pour que le Western blot marche. Donc dans ce cas-là, tu vas faire une charge virale VIH, ou tu vas doser les antigènes P24. Si c'est positif, c'est une possible primo-infection, et dans ce cas-là, tu vas contrôler dans 2 semaines. Si c'est négatif, en général c'est négatif, mais on interprète en fonction du contexte, et on va refaire des ELISA dans le futur pour vérifier. Le deuxième prélèvement, non, tu le fais plus tard. Tu le fais une fois que tu as les résultats du premier ELISA. Parce qu'il faut que ce soit à 2 moments différents pour écarter complètement le risque de soucis d'identité. Voilà, donc c'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça fera toujours des mots-clés. Et il faut le consentement du patient pour réaliser cet examen. Sans dextrose, c'est sans au bout du doigt, pour les tests diagnostiques rapides de pharmacie. Là, je me suis trompé, j'ai mis TROD, mais TROD, c'est en général sur tube de sang. Si le premier ELISA est négatif, une insuffisance d'infection, euh, ouais, 6 semaines. Je me suis trompé aussi dans le diapo, visiblement. Mais ouais, c'est 6 semaines pour l'ELISA. Je le corrigerai. Non, sans dextrose, c'est incorrect pour une copie d'examen. C'est juste moi, pour éviter de mettre trop de mots.
Donc dans les stratégies de suivi, je vous ai dit, on regarde la charge virale, on regarde les taux de CD4, CD8, tout le reste, ça, c'est un petit peu à part. Et voilà, on arrive du coup sur la nouvelle question. Je lance la question dans 10 secondes, histoire que tout le monde soit bien prêt. Et ensuite, je vais prendre les questions pour cette partie-là, tant qu'on arrive à la fin de la première partie. Allez, on lance la question. Je réexplique Dextro juste après. Alors, donc on se souvient, dans la classification pour le VIH, on a plein de différents noms de classes et de sous-classes et de sous-familles, et notamment, on a l'antivirus et Spumaviriné dans la classification du VIH. Donc ça, c'était une bonne réponse. Le stade SIDA, j'ai bien insisté dessus, il n'est pas réversible. Si le patient a une symptomatologie qui devient comme monsieur tout le monde, il restera au stade SIDA dans le dossier. L'ISA 4e génération, il détecte quoi? Est-ce qu'il détecte l'ARN? Ouais, il détecte les anticorps anti-VIH1 et VIH2. Ça, c'est hyper important, ça fait un beau piège. Les TROD VIH, ils sont recommandés dans les populations à faible prévalence, parce que dans les populations à forte prévalence, on va en rater. À faible prévalence, il y en a pas assez, entre guillemets, pour en rater plein, quoi. Le dépistage par ELISA 4e génération est fiable à partir de 6 semaines après l'événement à risque, ça, on est d'accord. OK. Donc, Marie est première parce qu'elle a répondu plus vite que tout le monde. GG. Alors, donc dans les questions qu'il y a. Ta-ta-ta-tam. Donc, pour dextro, en fait, un sang dextro, c'est au bout du doigt quand tu te fais une piqûre au bout du doigt et que tu récupères la goutte de sang qui tombe. Ça, tu fais ça pour les tests diagnostiques rapides, enfin les tests d'orientation diagnostique en officine. Mais dextro, en soi, ça passera pas le jour du concours parce que c'est une façon de parler. C'est une locution orale, pas écrite. Ta, 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 ta. Alors juste pour les QCM de cours qu'on m'envoie en message direct, je t'inviterais plutôt à voir directement avec le prof ou la prof qui t'a donné cette diapo. Voilà. Les populations faibles et fortes et faibles prévalence. Alors, je vais revenir sur la première diapo. Pour les pays à haute prévalence, tu as des populations qui sont à forte prévalence. Pareil pour faible prévalence, tu as des populations qui sont à forte prévalence. Donc, dans les pays où il y a beaucoup de VIH qui circulent, c'est généralement des jeunes femmes. Des jeunes femmes parce que, voilà, les violences sexuelles, surtout. Et dans les pays à faible prévalence, c'est généralement à cause des pratiques à risque, par le contact sanguin ou les rapports traumatiques ou les drogues intraveineuses. Donc voilà, tout ça, c'est des populations qui sont à haut risque, à forte prévalence. Toutes les personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie sont des populations à faible prévalence. Quand tu as des populations à forte prévalence en VIH, tu vas vouloir en trouver le maximum possible. Et pour ça, il faut que tu aies une très bonne VPN pour tes tests diagnostiques pour éviter de passer à côté de positifs qui n'auraient pas été visibles avec ton TROD.
La VPN en fait, la valeur prédictive négative d'un test, elle est fonction de la prévalence de la maladie dans la population. Elle est fonction de la sensibilité, de la spécificité et de la prévalence de la maladie. Donc si tu as une population qui a faible prévalence, le TROD aura une VPN suffisante. Si tu as une population à forte prévalence, la VPN sera plus suffisante. Voilà, globalement. C'est juste des stats, hein, pour le coup. Pour les autres questions, le délai entre le premier et le second ELISA, je me suis trompé dans le diapo, c'est 6 semaines. Le délai entre le premier et le second, si le premier est positif, tu peux demander un tube tout de suite. Si le tube est négatif, tu demandes à nouveau dans 6 semaines. Les glycémies, je comprends pas la question sur les glycémies. Alors les tests d'orientation diagnostique, ceux qui se font en pharmacie, tu les fais sur des dextrons. Pour euh, les tests diagnostiques rapides, donc ceux-là qui se font plutôt en laboratoire, ça c'est plutôt sur des tubes de sang qui sont prélevés comme un tube habituel. Bon, dans ce cas-là, on reste à 3 semaines, je me suis pas trompé. Ils font des TROD parce que c'est mieux que de rien faire. Mais après, toi, si tu es professionnel de santé, tu as le droit, enfin, un médecin a le droit de prescrire un dépistage par ELISA plutôt qu'un TROD. Le TROD ne nécessite pas de prescription. C'est pour ça. Ok. On va sur la partie sur les antirétroviraux. Donc, au niveau des cibles thérapeutiques, on a différents endroits qu'on peut bloquer. On a les inhibiteurs de la transcriptase inverse, qu'ils soient nucléosidiques ou non nucléosidiques. Donc là où on va avoir passage de l'ARN à l'ADN viral. On va avoir les inhibiteurs de protéase qui vont bloquer la maturation du VIH dans sa capside une fois qu'il est parti. On va avoir des inhibiteurs de l'intégrase, donc qui vont empêcher le VIH de s'intégrer au génome. Et on va avoir des inhibiteurs d'entrée, donc qui empêchent le VIH d'entrer dans les cellules. Et on a une nouvelle classe, là, qui est actuellement en accès précoce, qui est un inhibiteur de l'encapsidation. Donc qui fait que là, la capside va pas se former, c'est le lenacapavir, on en parle très vite et je pense pas que vous aurez de questions dessus parce que c'est vraiment tout nouveau. Alors, pour les inhibiteurs de la transcriptase inverse, nucléosidique, vous en avez 4 à retenir et 2 autres en plus qui sont toujours commercialisés. Voilà. Donc, 3TC, FTC, c'est la lamivudine, je vais peut-être pas bouger la souris, la lamivudine et l'emtricitabine. La seule chose qui le différencie, c'est un atome de fluor. Le reste, c'est pareil. En termes de pharmacocinétique, en termes d'efficacité, c'est pareil. Ils sont de manière générale très bien tolérés et ils sont actifs sur le VHB. Mais jamais en monothérapie parce que c'est pas suffisant. Simplement que quand on a une infection à VHB, on choisira plutôt de mettre du tenofovir parce que ça, c'est vraiment possible, même en monothérapie pour le VHB. Il y a toujours soit de la lamivudine, soit de l'entricitabine dans une trithérapie antirétrovirale. Toujours. Au niveau de la pharmacociné, voilà. Ensuite, vous avez le tenofovir, qui existe sous 2 formes, le disoproxylfumarate et l'alafénamide. La différence entre les deux, c'est que le disoproxylfumarate sera plus néphrotoxique et plus toxique également sur les os que le alafénamide, parce qu'il est plus ancien. Le souci étant que le tenofovir disoproxylfumarate est disponible tout seul ou en association directement avec l'entricitabine,
Là où l'alaphénamide ne fait partie que de trithérapie directement en incomprimé. Donc si on a des résistances, ça peut être compliqué de mettre de l'alaphénamide, simplement parce qu'il est pas disponible tout seul. Le piège classique sur le tenofovir, j'insiste vraiment dessus, c'est que c'est un analogue nucléotidique, parce qu'il est déjà monophosphorylé. Si on vous met que c'est un analogue nucléosidique, c'est certainement un piège. Le téno est à prendre toujours au cours d'un repas, qu'il soit bien absorbé. Il peut occasionner des diarrhées, fatigue, céphalées, tout ça parce qu'on a une toxicité mitochondriale. La chose la plus importante que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a une néphrotoxicité de type plutôt tubulaire. Le marqueur principal de cette toxicité sur les néphrons, c'est la glycosurie. Quand on commence à avoir une glycosurie, c'est le marqueur le plus précoce de l'atteinte. On peut avoir des troubles métaboliques, voilà. Vous avez aussi l'azidothymidine ou zidovudine, c'est exactement la même chose, qui elle est plutôt utilisée en pédiatrie, et l'abacavir. L'abacavir, si vous avez une chose à retenir, c'est le dépistage de l'hypersensibilité qui est obligatoire au moment de la consultation, d'annonce du VIH et ça se fait par le par la recherche, du HLA B5701. Voilà. Au niveau de la pharmacocinétique, ce sont des médicaments qui sont relativement bien absorbés, même si, bah, voilà, il faut les prendre au cours d'un repas pour le tenofovir. On a une bonne distribution, les inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléotidique, ils sont, très peu métabolisés. Il y a quasiment que, l'azidovudine qui est métabolisée et l'abacavir qui est métabolisé aussi, mais par l'alcool deshydrogénase, donc pas de lien avec les cytochromes, et l'élimination est plutôt rénale. Alors, le TDF et le TAF, en fait, ils sont tous les 2 néphrotoxiques. Maintenant, c'est plutôt le tenofovir disoproxyl qui est néphrotoxique parce qu'il relargue le tenofovir plus facilement. Le test génotypique, tu le fais dans tous les cas. Tu peux initier, la trithérapie à la première consultation. En général, c'est pas fait parce que c'est déjà un choc pour les patients et on initie généralement plutôt à une seconde consultation pour maximiser l'observance. Mais dans tous les cas, que tu mettes de l'abacavir ou que tu en mettes pas, tu fais ce phénotypage. C'est médico-légal. Où est-ce que j'en étais? Ouais, donc l'élimination est principalement rénale, parce qu'en termes de métabolisation, ça passe quasiment pas par les cytochromes. Ça passe même pas du tout par les cytochromes. La zidovudine est glucuronoconjuguée, l'abacavir est éliminé par l'alcool deshydrogénase et ensuite glucuronoconjugaison. Alors le phénotypage de résistance, on en parle après. Ça fait aussi partie du bilan initial. Donc voilà, globalement, je vérifie que j'ai rien oublié. Super, j'ai rien oublié. Alors le dépistage du HLA B5701, tu le fais parce que si tu as un patient qui a ce phénotype-là de HLA-B, il a un risque très majoré de faire une hypersensibilité à l'abacavir. Étant donné que tu sais pas si dans le futur, tu vas devoir mettre de l'abacavir ou pas, tu es obligé de faire ce phénotypage ou ce génotypage. Je crois que c'est un phénotypage qui se fait. Tu es obligé de le faire au moment enfin, du bilan initial. Voilà. Là, ensuite, on passe aux imiteurs non nucléosidiques. Donc dedans, on a notamment l'efavirenz.
la ripivirine et la doravirine. La névirapine et l'estravirine, je vous l'ai pas mis parce qu'ils sont moins utilisés, mais vous pouvez les voir, quand même dans des trithérapies. Dans ce qui est important de retenir, ce sont des inducteurs enzymatiques, sauf la doravirine, mais les favirenz et la ripivirine sont des inducteurs enzymatiques. La ripivirine est contre-indiquée avec les IPP et doit être prise avec un repas, parce que sinon elle sera jamais bien absorbée. Voilà globalement. Et les favirenz, il fait des troubles neuropsychiques. Donc, il fait des rêves anormaux. Si on vous dit qu'un patient fait des cauchemars, vous regardez s'il a des bêta-bloquants qui passent la barrière hémato-encéphalique, et si c'est un patient qui est VIH+, vous regardez s'il a de l'efavirenz. Il augmente un petit peu la mortalité par rapport à la ripivirine et la doravirine. Il allonge un peu le QT aussi. Voilà. Dans les trucs importants sur les INNTI, c'est qu'ils sont inefficaces sur VIH2 et sur la VIH1O. Voilà. En termes de pharmacocinétique, alors, j'ai une souris qui ne bouge plus. En termes de pharmacocinétique, l'absorption est très bonne. Pareil, ça se distribue bien. On a une forte fixation en protéines plasmatiques, mais ça change pas grand-chose. On n'a pas de souci de vrai déplacement comme pour les AVK. Contrairement aux INTI, ceux-là sont très métabolisés. Ils sont surtout métabolisés par le cytochrome 3 à 4, mais on a d'autres cytochromes qui interviennent aussi. Donc métabolisés et en plus inducteurs. L'élimination sera plutôt rénale et ou hépatobiliaire, mais en tous les cas, une fois métabolisés. Ils ont des longues demi-vies, mais par contre, ils ont une barrière génétique qui est très faible. Ce qui veut dire que si vous avez un patient qui a tendance à oublier des prises, bah, le virus va rapidement muter pour acquérir des résistances à cette molécule-là. Donc ces molécules-là, en termes de profil de tolérance, elles sont très bonnes, mais il faut que le patient les prenne bien. Donc ce sera plutôt des patients observants qui sont bien contrôlés depuis longtemps ou qui sont de manière générale observants. Barrière génétique, c'est vraiment ça en fait, c'est la le nombre de mutations que doit acquérir ton virus pour devenir résistant à une molécule. Si la barrière génétique est élevée, ça veut dire que les chances que ton virus mute pour devenir résistant, si tu oublies, enfin si tu sautes des prises, bah, elles sont faibles. Si ta barrière génétique est faible, ça veut dire que tu as peu de mutations à acquérir pour acquérir cette résistance, et donc que tu as plus de chances d'acquérir cette résistance pour un plus faible taux d'oubli. Je sais pas si c'est clair. Enfin, je pense que c'était assez clair. Voilà. Ensuite, on a les inhibiteurs de protéase. Là, vraiment, je vous fais le le catalogue en fonction des années de sortie, hein. Donc les inhibiteurs de protéase, eux, ils vont bloquer, on a dit, la maturation du VIH une fois qu'il est encapsidé et tout. Enfin, justement, pour faire la capside. Donc dedans, on a surtout le ritonavir et le darunavir. Le combizistat, on le voit assez peu, mais il existe. Faut retenir que le darunavir, il sera quasiment toujours boosté par du ritonavir. Et le ritonavir est généralement pas utilisé tout seul. Ce sont donc des inhibiteurs enzymatiques qui jouent un petit peu sur toutes les enzymes, cytochromes et la PGP. Donc, on a des interactions avec énormément de médicaments. Ceux qui contre-indiquent les statines, sauf la rosuvastatine et la pravastatine. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ces 2 statines sont OK? Alors c'est ça. La rosuvastatine n'est pas métabolisée et la pravastatine est un petit peu métabolisée, mais par le 2D6 et voilà, c'est très faiblement métabolisé.
Alors, juste là, je vois que j'ai des questions. L'abacavir, c'est le seul qui ne nécessite pas d'adapter la posologie en fonction rénale. Oui, dans les INTI, c'est le seul. Le booster est pharmacodynamique, je ne suis pas sûr de moi. Le booster est pharmacocinétique, au sens où tu vas inhiber les cytochromes qui vont métaboliser tes autres molécules, notamment les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, les inhibiteurs d'intégrase et le darunavir, qui est un inhibiteur de protéase. Tout ça, ça va potentialiser l'effet de ta trithérapie, parce que du coup, elle sera moins métabolisée. Le souci de ces molécules-là, c'est qu'elles ont tendance à faire des dyslipidémies et des troubles cardiovasculaires, parce que, voilà, comme elles bloquent le métabolisme de manière générale, et pas que les cytochromes, voilà, en termes de métabolisme, ça a tendance à stagner dans le corps. Voilà, voilà. Et la barrière génétique pour ces molécules-là est excellente. Vraiment, le patient peut oublier des prises, ça posera généralement pas de souci. Le cobicistas, c'est la même classe, hein. Le cobicistas, le ritonavir et le darunavir, ce sont des inhibiteurs de protéase. La différence, c'est que le ritonavir a initialement été développé dans le but d'être antirétroviral. Le cobicistas n'a pas été développé dans ce but-là, mais ils sont tous les deux utilisés comme booster des autres molécules. Ensuite, alors, je vais peut-être venir sur la pharmacocinétique du coup des inhibiteurs de protéase. Ce sont des molécules qui ont une bonne absorption. Le fosemprénavir, c'est une prodrogue de l'emprénavir. Quand vous avez fos comme ça, c'est une prodrogue phosphorylée. Vous avez une forte fixation en protéines plasmatiques et une grosse métabolisation par histochrome 3 ou 4, un petit peu par les 2D6 et une élimination par les PGP. L'élimination est principalement hépatobiliaire, du coup. Le cobicistat n'a pas d'activité antirétrovirale, il sert juste comme inhibiteur des cytochromes. Le ritonavir en a une, mais très faible. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dans les contre-indications, ça va être du coup l'insuffisance hépatique sévère. Je regarde s'il y a d'autres choses que j'ai zappées. Non, super, j'ai rien zappé. Ensuite, les émetteurs de l'intégrase. Donc dedans, on en a 4 principaux, avec majoritairement les deuxième génération qui sont utilisés, les 2 premiers quasiment plus. Ils sont utilisés quand on a des résistances aux autres, ce qui est pas... Voilà. Donc, ils sont très puissants, ils font baisser la charge virale très vite. Il faut voir qu'aux États-Unis, ils font partie de la trithérapie de première intention. En France, techniquement, c'est pas de la première intention, mais c'est prescrit quand même en première intention, hors recours en soi, mais bon, ça marche très bien. Et donc, eux, il n'y a pas de souci lié à la charge virale comme on avait tout à l'heure avec la rilpivirine. Ils sont très bien tolérés, il n'y a aucun impact sur les cytochromes et sur les enzymes de conjugaison. Par contre, ils sont très métabolisés par les cytochromes 3A et par les UGT 1A1. Les INI sont pas actifs que sur le VIH1, ils sont actifs sur VIH1 et VIH2. Dans les choses qui sont importantes à savoir pour vous, les INI peuvent induire des troubles métaboliques, prise de poids et troubles de la glycémie. Donc ça, c'est pour les personnes qui font plutôt de la pharmacie, qui, du coup, auront plutôt à vérifier que tout se passe bien au niveau du traitement du patient plus général. Et le bictegravir est contre-indiqué avec la rifampicine. Parce que sinon, on va faire des surdosages en bictegravir. Voilà, la barrière génétique, elle est faible pour les premières générations, mais elle est
Elle est vraiment pas mal pour les secondes générations. C'est pas au niveau des inhibiteurs de protéase, mais quand même ça reste très bon. Au niveau du conseil avec les patients, faut faire attention parce que ça interagit avec les cations divalents. Donc si votre patient prend des compléments alimentaires ou prend des minéraux ou boit de départ ou je sais pas trop quelle eau, supplémentée en minéraux, bah, ça va interagir avec, ça va précipiter dans le tube digestif et ce sera pas absorbé. Donc ça, c'est important de le dire aux patients, surtout que, ben, d'expérience, il y en a beaucoup qui sont pas au courant. Voilà et donc l'absorption est rapide pour ces molécules. On a une forte fixation aux protéines plasmatiques, mais c'est pas très important. Ils sont métabolisés très fortement par l'histochrome 3A et par les EGT 1-1 et l'élimination est principalement hépatobiliaire. Voilà. Bah, de toute façon, tu sais, pour VIH, pour les VIH, on fait un dipage des résistances. Moi, j'ai pas notion de fa enfin, j'ai pas vu beaucoup de VIH2, honnêtement, mais j'ai pas notion que les INI soient contre-indiqués pour les VIH2. Si c'est sensible, voilà. Ensuite, cathode médoc, je vais franchement pas m'attarder dessus parce que c'est vraiment de la fin de ligne. Vous les verrez si vous faites de la rétrocession ou si vous êtes au centre infectieux. Mais globalement, vous avez donc les inhibiteurs de la l'AGP41, donc inhibiteurs d'entrée pour l'enfivirtide, qui est une protéine, donc forcément en injection sous-cutanée. Alors pour les complémentaires, je répète juste après. Vous avez le Maraviroc, qui est un anti-CCR5. Donc pour eux, il faut vérifier on ait une souche qui aille vers les macrophages, parce que sinon ça sert à rien. C'est vraiment ça bloque l'entrée dans les macrophages. On a le Fostemsavir, qui est un inhibiteur, de l'entrée également, qui inhibe la GP120. Enfin, inhibiteur d'attachement plutôt que d'entrée. Vous avez l'ibalizumab, qui est aussi tout nouveau, qui est une protéine anticorps anti-CD4. Donc là aussi, injection sous-cute. Et vous avez le lenacapavir, qui est un inhibiteur de l'encapsidation. Donc dans les points vraiment importants à retenir, outre que le tenofovir, c'est un inhibiteur analogue nucléotidique. On n'a jamais de résistance croisée entre classes. On a des médicaments qui sont à prendre forcément avec un repas. Tous les inhibiteurs de protéase, le tenofovir et la rilpivirine, toujours avec un repas, pour une bonne absorption. Les INTI sont éliminés par voie rénale, sauf un, on a dit lequel? L'abacavir, exactement. Donc tous les INTI sont éliminés par voie rénale, sauf l'abacavir. Tous les autres antirétroviraux sont éliminés par voie hépatobiliaire. Donc ça veut dire que chez les patients, on va toujours surveiller la fonction rénale et hépatique. On peut faire des suivis thérapeutiques pharmacologiques, donc ça, c'est des mots-clés. Vous pouvez le mettre à quasiment chaque molécule d'un traitement antirétroviral. Et on prend en compte les co-infections. On prend en compte les complications et on favorise les prises en un seul comprimé. Voilà. Pour VIH2, du coup, on s'en fiche, il n'y a pas grand-chose à dire dessus et je pense pas que ça vous embête dessus. Si vous allez passer à l'hôpital ou si vous êtes à l'hôpital, vous avez sûrement vu aussi des bithérapies. Ça, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est hors AMM et on vous embêtera pas sur le hors AMM. Sachez juste que ça existe, les injections intramusculaires tous les 2 mois, et ça marche bien. Et pareil, on a des traitements, par thérapie séquentielle ou bithérapie. On en reparlera plus tard. Donc juste, le temps qu'on lance la question, je vais répondre à la question sur, les compléments alimentaires. Les inhibiteurs de l'intégrase, ça se fixe au niveau du doigt de zinc de l'intégrase. Donc ça va se fixer sur les cations divalentes de manière générale.
Si ton patient, il prend son magnésium ou il prend son petit, Effizinc ou je sais pas trop quoi, en même temps que son comprimé d'inhibiteur d'intégrase, bah, en fait, ça va complexer directement dans le tube digestif et ce sera pas absorbé. Donc les inhibiteurs d'intégrase interagissent avec les cations divalents. Donc ça, faut penser à différentes choses et il me semble qu'il y a une partie dans cette question. Voilà, le calcium aussi, le fer aussi. OK, je lance la question. Ah ah! Je vois qu'il y en a 3 qui sont tombés du coup dans le piège. On a dit: «Attention, le tenofovir, c'est un inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse parce qu'il est monophosphorylé déjà». Le traitement par abacavir se fait après recherche du HLA B5701. Le HLA B27, est-ce que vous vous souvenez dans quelle pathologie c'est impliqué? Ouais, la polyarthrite rhumatoïde, exactement, et la spondylarthrite ankylosante aussi, oui, d'accord. L'élimination des émetteurs de les émetteurs, enfin, l'élimination des INTI, on va dire ça directement, est majoritairement rénale inchangée? Oui. Les INI sont majoritairement métabolisés et éliminés par voie hépatobiliaire? Oui, exactement. Nouvelle question. Parmi les antirétroviraux suivants, lequel ou lesquels sont inducteurs enzymatiques? Inducteurs, hein. Alors, donc on a dit la amivudine est très peu métabolisée et elle n'est pas inducteur enzymatique. Les favirenses, on est d'accord, c'est inducteur enzymatique. C'est un INNTI et dans les INNTI, on a dit les favirenses et quel autre, INNTI est inducteur enzymatique? Non, la névirapine, c'est pas un INNTI, c'est un INTI. La rilpivirine, ouais. Les favirenses et rilpivirine sont inducteurs enzymatiques. Le ritonavir, c'est pas un inducteur, c'est un inhibiteur. Attention, c'est dans le nom de la classe, hein, c'est des inhibiteurs de protéase. J'ai dû me tromper sur la névirapine, mais la névirapine n'est pas dans la liste de toute façon. Moi, je pensais vraiment à la rilpivirine parce qu'elle est beaucoup plus prescrite pour le coup. OK. Et le bictegravir n'est pas un inducteur enzymatique. Il est métabolisé, mais c'est pas inducteur. Dernière question sur cette partie, 40 secondes, au sujet des thérapies antirétrovirales, indiquez là où les bonnes réponses. Alors, donc ça, là-dessus, on avait dit, dans les médicaments qui doivent être pris pendant le repas, tous les inhibiteurs de protéase sont pris au cours d'un repas. Le tenofovir est pris au cours d'un repas et la ripivérine est prise au cours d'un repas.
Les autres, pas forcément besoin. Là, dans cette trithérapie-là, on a l'atazanavir et ritonavir, qui sont tous les 2 des inhibiteurs de protéase. Donc l'atazanavir, c'est l'inhibiteur de protéase qui a l'activité antirétrovirale. Le ritonavir est là pour booster, mais du coup, si c'est une trithérapie et qu'on a tout ça dans un seul comprimé, bah voilà, rien que pour ça, on va devoir prendre le comprimé au cours d'un repas. On a dit que le tenofovir disoproxylfumarate était plus néphrotoxique que la lafénamide, donc cette réponse-là était fausse. Le raltegravir interagit avec les cations divalents, et dans les boissons lactées, on a du calcium, donc on ne peut pas recommander aux patients de prendre leur raltegravir avec du lait. La rilpivirine a une barrière génétique très faible, donc ça c'est vrai. On avait dit que les INNTI avaient une barrière génétique très faible. Voilà. Ah! Ça change pas beaucoup au niveau du classement, des 2 premiers. En dessous, ça change un petit peu. Alors, au niveau de la prise en charge, je vais passer un petit peu tout ça, parce que tout ça, ça vous concerne pas. Voilà. Donc l'instauration du traitement. Au niveau du traitement, initial, il comportera, on a dit, toujours 2 INTI et on associe un médicament d'une autre classe. Donc soit un INNTI, soit un IP, soit un INI. Au niveau, du bilan biologique initial, on fait toujours la sérologie VIH, donc ELISA 4e génération, parce que, bah, voilà, ça fait partie du dépistage, donc forcément ça fait partie du bilan biologique initial. On fait une NFS, un immunophénotypage des lymphocytes T, CD4, CD8, parce que du coup on veut regarder à quel point les CD4 sont diminués par rapport au reste de la population des lymphocytes T. On fait une charge virale VIH pour savoir si on peut mettre des INNTI ou si on est obligé de passer à des molécules plus fortes. On fait un test de résistance du VIH et on détermine le sous-type, parce qu'on avait dit que pour le sous-type O, on a certaines molécules qu'on peut pas utiliser. On recherche l'allèle HLA B5701 pour la bacavir. On fait un bilan hépatique, on fait un bilan rénal, on fait un bilan métabolique et on va rechercher des IST, donc notamment le VHA, VHB, VHC. Le VHA, en fait, ça c'est un petit peu tendancieux en termes de si on considère ça comme une IST ou pas. Parce que vu que c'est une contamination majoritairement féco-orale, a priori non, mais quand même avec les pratiques, oro-anales, voilà, ça porte à discussion. Et on recherche la syphilis. On recherche également la toxoplasmose qui est pas une IST, mais on a dit, si on a une toxoplasmose cérébrale ou disséminée, avec grosse symptomatologie, on passe directement au stade sida. Donc c'est important de savoir si on en a. On fait également un test IGRA. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ça sert un test IGRA? La tuberculose, ouais, on va rechercher des tuberculoses avec ça. Et on a un autre test pour la tuberculose. Vous vous souvenez de son nom? Ouais, IDR, exact. Vous êtes chaud! Pour les femmes, du coup, on va faire une consultation gynécologique aussi pour rechercher le papillomavirus. Pour les HSH, on va rechercher aussi le papillomavirus, mais plutôt du côté anal, pour des lésions précancéreuses. Pour des patients de zone d'endémie de tuberculose, en plus de l'IGRA, on va faire une radio thoracique et si on a des CD4 qui sont vraiment dans les chaussettes, on rajoute une recherche de cryptocoque et une sérologie CMV. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le bilan biologique initial? Parce que ça, pour le coup, c'est un gros pavé qui pourrait tomber, je pense. Et deuxième question, est-ce que vous avez besoin d'une petite pause de 5-10 minutes? Parce que ça fait je me rends compte que ça fait 1h10 qu'on est à fond.
Ok, pas de pause. Génial. Et pas de questions, du coup, j'imagine. Vous avez tous répondu aux deux en même temps. Ok, let's go. Let's go, let's go. Donc, le choix entre les INTI, ça, je vais pas m'appesantir dessus parce que c'est pas orienté pour vous. Mais ce qu'il faut retenir, première chose, enfin, même seule chose, c'est que pour le tenofovir, vous avez des contre-indications si la fonction rénale est trop mauvaise. L'alafénamide est contre-indiqué si vous avez une clairance, de la créatinine inférieure à 30 millilitres minute. Pour le disoproxyl fumarate, on met des précautions déjà dès 80 millilitres minute et à 50 en général on l'évite. On n'arrive même pas à 30 avant de passer à autre chose. Voilà, globalement, c'est tout ce qu'il faut retenir pour vous et que pour le VHB, on va privilégier largement le tenofovir. Pour le choix entre les autres classes de médicaments, on va faire en fonction de la charge virale, du bilan hépatique et du bilan, hématologique du patient. Donc on fait en fonction des médicaments qu'a le patient, de son observance et de ses comorbidités globalement. Voilà. Le reste, je m'appesantis pas dessus. Ça pareil, ça je m'appesantis pas dessus et on arrive à la nouvelle question. Attendre 5 secondes, avant de lancer la nouvelle question. Et allez, c'est parti. Donc au cours du bilan biologique initial, indiquez là où les examens obligatoirement réalisés pour tous les patients. Alors, ouais, je vois que j'ai bien insisté sur la recherche du HLA B5701. C'est obligatoire de le faire pour tous les patients. La sérologie HPV, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est faux? J'ai 2 raisons. Alors ouais, on regarde les femmes et les HSH, mais ça existe pour vous une sérologie HPV dans les examens faits, d'habitude? Ouais, c'est un frottis qu'on fait. C'est un frottis et c'est de la nappate. On fait très peu de sérologie HPV. Et pareil, du coup, la sérologie CMV, c'est dans quel cas qu'on fait cette sérologie? Ouais, si on a une rétinite ou si ouais, les CD4 sont inférieurs à 100 par, par millimètre cube. Le test IGRA, on le fait du coup pour tous les patients, parce que si on a une tuberculose, il passe direct en stade sida et on fait un bilan hépatique pour tout le monde. Voilà, ça, on est d'accord. Au sujet des anti-infectieux suivants, indiquez celui ou ceux ayant une activité anti-VIH et anti-VHB simultanément. Let's go! Ah, vous êtes chaud. Du coup, la bacavir, on est d'accord que non. Le tenofovir, on est largement d'accord que oui. Le Ralté, je vous en ai pas du tout parlé. L'interféron 1 bêta pégylé et le pibrentasvir. Est-ce que vous savez dans quel cas est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est VIH-VHB ou c'est autre chose?
Pour l'interféron 1, ouais, peut être utilisé dans la CEP. Les interférons, de manière générale, peuvent aussi être utilisés dans le VHB, mais si c'est très vieillissant, c'est surtout du VHC. Et le clibrintazir, c'est en anti-VHC. Ouais. Let's go, let's go. Au sujet des associations médicamenteuses suivantes, indiquez celles qui est ou sont contre-indiquées. Les interférons de manière générale, je t'avoue que j'ai pas retenu entre le 1 bêta, le gamma. Je sais juste que le Pégasis, celui qui est utilisé dans certaines hépatites, c'est le 1 bêta PJD. C'est tout. Alors, là, on parlait vraiment de contre-indiqué, hein. On parlait pas de déconseiller ou à faire attention. Et pour le coup, il y en avait deux. Ritonavir simvastatine, parce que la simvastatine est fortement métabolisée par calcitochrome. Le 3-4, parfaitement. Et voilà, donc on aurait un risque de quoi si on mettait ritonavir plus simvastatine? Le patient risque quoi? Ouais, rhabdomyolyse, exactement. Vous êtes chaud? Chaud, chaud, chaud. Ensuite, doravirine, pantoprazole, non. C'est quel antirétroviral qui est contre-indiqué avec les IPP? La rilpivirine. La rilpivirine. Cobicistat plus zopiclone. Le cobicistat, donc on a dit, c'est un inhibiteur enzymatique. La zopiclone, c'est quoi sa voie d'élimination? Rénale. Est-ce que tout le monde est d'accord sur rénale? Ouais, hein, c'est rénal inchangé. Le zopiclone, c'est rénal inchangé. Zolpidem, c'est plutôt hépatique. Zopiclone, c'est plutôt rénal. Ensuite, donc du coup, il n'y a pas du tout d'interaction entre cobicistat et zopiclone, hein. Entre bictegravir et rifampicine, on a dit tout à l'heure, c'est contre-indiqué, parce que sinon on a un surdosage en bictegravir. Non, un sous-dosage en bictegravir. Voilà, sous-dosage. Voili voilou. Ah, détrôné. La rilpivirine, essaye avec les IVP parce que tu peux pas l'absorber correctement dans des cas d'achlorhydrie. Et les IPP, bah, en fait, ça va influer sur le pH de l'estomac. Donc c'est inscrit vraiment dans la DCI de la rilpivirine, c'est contre-indiqué. Pendant le repas, donc ténofovir, émetteur de protéase, et rilpivirine. La simvastatine, c'est une prodrogue de mémoire, mais en fait, le passage de prodrogue à drogue active est fait par des estérases plasmatiques. Et ensuite, l'élimination du produit actif est faite par les cytochromes. Voilà, il y a cette nuance-là. Est-ce que vous avez encore des questions? On passe du coup à la suite. Là, on arrive sur la fin tranquillement du diapo. Ok, ok. On continue. Du coup, un truc que j'ai pas vu dans beaucoup de livres, mais qui est super important, c'est le syndrome de reconstitution immunitaire. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui a une infection avec son VIH, et là du coup une immunodépression, et qu'à côté il y a un autre germe pathogène qui vient et qui fait son infection à lui, si vous reconstituez tout de suite
le système immunitaire du patient, il va se reconstituer dans tous les sens. Il va s'activer un peu partout, alors qu'il ne devrait pas. Et du coup, pour éviter ça, le VIH, on va le traiter de façon différée par rapport au traitement de l'infection qu'on veut traiter. Si, par malheur, on a quand même mis le traitement antirétroviral et que le patient fait un syndrome de reconstitution immunitaire, il ne faut pas arrêter l'antirétroviral parce que sinon on risque de générer des résistances et on va simplement mettre des corticoïdes ou des INS pour essayer de contrôler la réaction. Donc c'est pour ça que pour les patients asymptomatiques, on fait toutes ces recherches, d'infections latentes, que ce soit tuberculose, que ce soit hépatite, que ce soit, toxoplasmose et cetera et cetera. Hem, voilà. Juste, chose importante, là je vous ai mis que pour les mycoplasmes, on traitait d'abord et ensuite on mettait des ARV. En vrai, c'est variable, spécifiquement pour les mycobactéries, on peut On peut vraiment, mettre un traitement antirétroviral et un traitement antituberculeux en même temps, c'est encadré. Donc pour ça, je vais pas m'appesantir parce que c'est des cas particuliers que je pense pas qu'on vous demande à l'internat. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de ça pendant votre internat, sachez que ça existe et que vous avez des sites internet, de recommandations européennes qui sont pas trop mal là-dessus. Voilà. Au niveau des prophylaxies, par contre, là, je pense qu'on peut venir vous embêter. Au niveau des prophylaxies, vous avez 2 seuils. Vous avez un seuil de CD4 à 200 mm3 et vous avez un seuil de CD4 à 100 par mm3. À moins de 200, vous mettez seulement la prophylaxie primaire anti-pneumocystis. Quand vous êtes en dessous de 100, vous rajoutez en plus la prophylaxie anti-toxoplasmose et si le patient a une sérologie CMV positive et une rétinite, un antécédent de rétinite à CMV, vous pourrez rajouter du valproxiclovir. Pour Cryptococcus et Candida, c'est pas dépendant des CD4. Mais globalement, voilà, vous avez ces seuils-là, de 200 et 100 et une fois que le patient remonte au-dessus de 100 ou de 200, on arrête les prophylaxies. Dans les prophylaxies primaires, il y aura que pneumocystis et Toxoplasma gondii. Oui, oui, totalement, il y a plein de services qui mettent que du Bactrim pour les 2. Maintenant, si tu as un patient qui est déficitaire en G6PD, tu pourras pas mettre de Bactrim. Donc tu passeras sur des alternatives. Donc là-dessus, tu mettras de la Tovacone ou la pentamidine. La pentamidine, je crois pas que ce soit, gênant au niveau des déficitaires. À vérifier, mais je crois pas. Voilà, globalement. Donc juste pour être sûr que tout le monde comprenne, une prophylaxie primaire, c'est avant d'attraper la maladie, donc avant d'avoir un pneumocystis ou avant d'avoir un toxoplasme qui se balade dans son corps. Et une prophylaxie secondaire, c'est une fois qu'on a le pathogène dans son corps pour éviter qu'il fasse une maladie. Voilà, c'est 2 choses différentes. Pour CD4 inférieur à 100, on met antitoxo, on met antipneumocystis parce que du coup tu es inférieur à 200 et pour le CMV, tu rajoutes le valganciclovir si tu as un antécédent de rétinite à CMV. Voili voilou. Ça, je vais pas me parler de ça parce que c'est pas dans les recos en soi. Au niveau des accidents d'exposition au sang, je vais passer très vite parce que je pense pas qu'on vous pose une question dessus, mais c'est important pour vous de le savoir, si vous faites du labo ou si vous faites de la pharmacie parce que, bah, vous verrez de toute façon des traitements post-exposition. Donc c'est dépendant du statut VIH de la personne source. On va regarder s'il était positif ou pas dans les 6 derniers mois, en termes de charge virale, détectable ou non, et on va regarder son génotypage de résistance. On va regarder si le patient qui a été exposé au sang a déjà le VIH et
qui n'avaient pas été découverts auparavant. Et on va regarder ensuite pour d'autres choses, pour, enfin le type d'exposition, si c'est sur la peau saine, si c'est, sur une peau endommagée, si c'est un rapport, sexuel, et cetera. Et donc en fonction de tout ça, on classifie et on voit si oui ou non il y a besoin de mettre un traitement post, exposition. L'hépatite C, il y a pas de traitement post-exposition. L'hépatite B, on peut en mettre un. Maintenant, étant donné que vous êtes professionnel de santé, vraiment que vous êtes vacciné, il y a des personnes qui répondent pas au vaccin, c'est comme ça, voilà. Et je crois que c'était tout ce que j'avais à dire dessus. Ouais. Au niveau du traitement post-exposition, donc les choses vraiment importantes qui peuvent, elles, tomber, c'est dans les 4 heures, à initier de préférence, pour vraiment éviter que ça se réplique déjà au niveau muqueux et que ça parte ensuite dans le ganglion. Au maximum, dans les 48 heures. Il y a certains services qui font jusqu'à 72 heures, parce que, bah, on va pas laisser le patient comme ça. Mais, pour avoir une vraie efficacité, c'est dans les 48 heures, au max. Sinon le patient va vivre avec son VIH. Le traitement, il est fait pour 28 jours. En général, la plupart des traitements que vous allez voir si vous faites, de la rétrocession, c'est vous avez un traitement pour 3-4 jours, le temps que le patient prenne rendez-vous avec un infectiologue ou quelqu'un qui sache faire des prescriptions, de TPE et heu et ce 2e médecin fera l'élongation pour 28 jours. Mais dans le doute, on met un TPE. Pour 28 jours. Le choix préférentiel, donc soit avec un inhibiteur d'intégrase, soit avec de la ripyrine parce que c'est bien toléré. Mais en fait, on adapte surtout en fonction du profil patient et on adapte en fonction des traitements du patient source. Alors juste là, je vois que j'ai 2-3 questions, pour le syndrome de reconstitution immunitaire, non, tu arrêtes jamais l'antirétroviral. C'est simplement qu'il y a certains médecins qui risquent d'avoir peur et se dire: «Bah, je vais le retirer, comme ça il revient en immunodépression», mais non, il faut pas. Au niveau, des CD4, ça j'ai répondu et pour la PEI, tu as des reconditionnements qui sont faits où tu vas avoir, bah, un comprimé par sachet. Tu vas avoir du coup, des espèces de sachets déjà prêts où tu as une bouteille d'eau, un truc à manger, quelques comprimés, un petit livret. Ça permet de rendre la dispensation plus rapide et que les choses soient claires et sans oubli pour les patients. Ensuite, vous avez la PrEP. Ça, je sais pas si ça fait fonction de question ou pas, mais globalement, tout médecin peut le prescrire. C'est en fait une association tenofovir disoproxylfumarate et emtricitabine, qui permet de prévenir l'infection à VIH, heu, pour des patients qui auraient des rapports sexuels avec des personnes dont le statut est indéterminé dans des populations à forte prévalence. Donc il y a une liste de bilans pré-thérapeutiques également à faire, voilà globalement. Il y a 2 schémas. Sachez que pour le concours, le schéma discontinu ne peut pas tomber parce qu'il est hors AMM. Vous aurez que du schéma continu, un comprimé par jour au concours. Dans la vraie vie, vous aurez assez peu de schémas continus, en tout cas à l'hôpital. Moi, j'ai beaucoup plus vu des patients, hommes cis qui prenaient du coup la PrEP et du coup, eux, en général, ils prennent en discontinu. En fait, pour les patients trans, femmes cis, heu, on leur donne pas en discontinu parce que si ils ce sont des patients qui possèdent un vagin, ça diffuse, mal en fait dans la muqueuse utérine et vaginale, le tenofovir. Donc c'est pour ça qu'il faut plus de temps pour que ça y persiste et on peut pas du coup prendre comme ça en
en discontinu, qui aurait une très faible, protection au niveau vaginal et utérin. Et évidemment, si on a un patient qui a un VHB, on peut pas se permettre de mettre du tenofovir de façon discontinue. De toute façon, il sera forcément traité de façon continue. Donc le schéma discontinu, pareil, c'est pas pour le concours, mais je vous ai mis des diapos si ça vous intéresse pour vous renseigner dessus. Voilà. Donc, nouvelle question. Alors je vois que j'ai une question dans le chat. Attendez. Bon ça du coup j'y ai répondu. Est-ce que tout le monde est prêt pour la question? On y va. On parle bien d'une prophylaxie primaire. Alors, Candida albicans, non. Pas de prophylaxie primaire pour Candida albicans. Par contre, on va mettre une prophylaxie primaire pour pneumocystis et toxoplasma. Si on a des CD4 qui sont respectivement inférieurs à combien pour pneumocystis en termes de taux? 100 ou 200? Je crois que vous n'êtes pas exactement d'accord. Ouais, 200 pour pneumocystis et 100 pour toxo. Exactement. Le CMV, c'est pas une prophylaxie primaire, c'est une prophylaxie secondaire. Si on a déjà eu une rétinite à CMV. Et pareil pour les cryptococcoses, c'est du secondaire. Au sujet du traitement post-exposition. Je réponds aux questions juste après. Et après ça, bah, on aura quasiment fini. Ouais, il ne restera pas grand-chose. Vous avez été courageux. Alors, donc le traitement post-exposition au VIH, ouais, il y a initié au plus tôt. Est-ce que vous avez retenu la durée pour vraiment avoir une efficacité? 4 heures au mieux, 48 heures au pire. Il dure, effectivement, on a dit 28 jours. On n'arrête pas le traitement si la charge virale du patient est indétectable à J5. Est-ce que vous savez pourquoi? On en a parlé tout à l'heure de la charge virale. Ouais, non, et si, c'est pour l'ELISA. Ouais, la charge virale, elle se positionne à partir environ de J10. Donc à J5, c'est normal qu'on la voit pas. Et dans tous les cas, forcément, on repassera par un ELISA pour être sûr et certain de ne pas passer à côté du VIH. Et il n'est pas nécessaire de mettre un TPE si le patient source a une charge virale indétectable ou inférieure à 50 copies ml. En fait, inférieure à 50 copies ml, ça doit être synonyme dans votre tête d'indétectable. On voit le virus, mais tellement peu que, en fait, la transmission du virus est virtuellement impossible. Virtuellement. Donc voilà. Si le patient source n'a pas de VIH ou a une charge virale inférieure à 50 copies ml, ça sert à rien de garder le TPE. Le risque est trop faible. Voilà. Donc là, juste quelques diapos pour ceux que ça intéresse, parce que je sais pas si ça risque de tomber ou pas au concours, ça pour le coup.
mais il y a des chances que si vous travaillez dans un hôpital qui a une maternité, vous voyez ce genre de cas-là. Pour la grossesse et l'accouchement, le VIH, c'est un vrai problème parce que déjà, c'est un souci ça occasionne des soucis d'observance. Ça occasionne, un début tardif des antirétroviraux parce que, bah, on sait difficilement le traiter, quand les médecins sont pas hyper au courant, et surtout ça fait des accouchements prématurés avec des enfants qui sont déjà contaminés par le VIH, au moment de la naissance. Mmh, 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 mmh. Le traitement, si vous avez une femme enceinte qui est traitée pour son VIH et que son VIH est bien contrôlé, le risque de transmission à son enfant est extrêmement faible, vraiment. Et donc la majorité des contaminations de l'enfant se fait au moment de l'accouchement, très peu au moment des autres moments de la grossesse, pas de 65. Au niveau de la grossesse, il faut commencer du coup le non, il y a théoriquement pas de passage, transplacentaire pour le VIH, c'est vraiment une contamination, hématogène. Enfin, théoriquement ça existe au niveau transplacentaire, mais c très peu quoi, très, très, très peu. Je pense qu'en QCM ça serait compté faux. Donc on commence le plus tôt possible avec des antirétroviraux spécifiques. On préfère les inhibiteurs de protéase pour les femmes enceintes, en France en tout cas selon les recommandations. Maintenant, en soi, on peut utiliser des inhibiteurs d'intégrase. En fait, il faut voir que les recommandations, le rapport Morla, a été fait à un moment où on avait un signal d'alerte pour, les inhibiteurs d'intégrase qui depuis a été levé, parce qu'on n'avait rien de particulier à noter. Donc voilà, globalement pour les femmes enceintes, selon les recommandations actuelles en France, c'est 2 INTI pardon, et un inhibiteur de protéase. Voilà, vous avez des contre-indications en fonction du trimestre également. Bref. Ah oui, et surtout contre-indication de l'allaitement. Ça, même si la patiente est, heu, si la patiente est non traitée. Les questions, j'y réponds juste à la fin de la partie sur la grossesse, hein. Le seul antirétroviral ayant LMM dans la grossesse est l'azidotimidine ou l'azidovudine. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'on vous embête trop, là-dessus, parce que ça a beau être dans les recommandations, en termes d'AMM, c'est pas trop là. Voilà. Donc globalement, il y a pas de risque surajouté spécifique aux antirétroviraux à part la prématurité. Et en termes de mort fœtale in utero et de retard de croissance, il y en a pas avec les antirétroviraux. Donc faut pas que les femmes aient peur avec les pictogrammes et tout, c'est simplement pour protéger le labo, mais si c'est bien fait, il y a pas de risque pour l'enfant. Le seul antirétroviral qui passe pas le placenta, c'est l'enfuvirtide et du coup, on rajoute, aussi l'anticorps, anti-CD4 qui, du coup, n'était pas là sur la diapo, mais que je peux rajouter, parce que ce sont des protéines. Ah si, l'anticorps anti-CD4 passe le placenta parce que c'est une immunoglobuline, G qui passe le placenta. Les études de cohorte ne montrent pas d'augmentation du taux de diabète gestationnel. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une question sur les césariennes. Globalement, c'est effectivement ça, ça dépend du taux de copie par ml de la mère au moment de la charge virale à 36 semaines d'aménorrhée. Si on a plus de 50 copies ml, donc si on voit qu'on a du VIH, on met de l'azidovudine. Si on en a moins de 50 copies ml, mais qu'on a un risque de contamination, par le sang ou un problème obstétrical X, on va en mettre quand même, simplement pour être sûr. Parce que de toute façon, ce serait une perfusion très limitée dans le temps.
Et ensuite, en fonction de la charge virale, on adapte aussi, si on a une voix basse, si on a une césarienne. Et la zone grise, c'est vraiment variable en fonction du profil de la patiente. Ouais, la perfusion est perpartum. Je vérifie juste que j'ai rien zappé, parce que j'ai une petite note à côté. Mmh, mmh, mmh. J'ai rien zappé, super. Au niveau de la grossesse et de l'accouchement, pareil, vous avez 2 options. Vous avez la névirapine pendant 2 semaines Péros ou l'azidotimidine, donc l'azidovudine, pendant 4 semaines, qui est Péros ou intraveineuse. Il faut débuter vraiment le plus tôt possible, après avoir désinfecté l'enfant au maximum. Sachant que la névirapine, on peut pas en mettre si on a des résistances à la névirapine ou un VIH2. Enfin bref. Donc voilà, ensuite on a des trithérapies qui sont renforcées, pour vérifier que pour être sûr que l'enfant n'ait rien, une espèce de TPE, «post-accouchement» entre guillemets. Et si l'enfant, se retrouve effectivement en fait avec le VIH parce que ça n'a pas été pris en charge correctement, dans ce cas-là, on met l'enfant quand même sous trithérapie, avec des schémas, «classiques» entre guillemets, qui sont effectivement aussi prévus par l'EACS, la même société qui a fait des recommandations pour la co-infection, tuberculose VIH. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'enfant, il y a un risque majoré pour le VIH, de risque de faire des formes sévères. On a 10 de formes sévères si on n'a pas de trithérapie, avec, 70 de risque d'être 30 de risque de mourir avant l'âge de 7 ans, faut le prendre plutôt comme ça, et des risques de déficit immunitaire, variables en fonction de de la de la forme. Voilà. Faut Voilà, juste pour votre culture générale, faut savoir que l'ELISA aussi, a des modalités particuliires de réalisation parce que l'enfant conserve des IgG de la mère. Voilà. Ça, je vais pas m'appesantir dessus et puis du coup, on arrive sur la dernière question qui est une question un peu fun pour voir le classement ensuite, parce que je ne vais pas mettre le classement autrement et puis voilà. Et ouais, c'était 85, hein, 85. Super et du coup, bravo pour Tsunami qui a géré. Franchement bravo, bravo, bravo. Je vous ai mis un mini cas clinique aussi dans le diapo. Je vais pas le détailler parce que la question en soi, vous avez toutes les réponses dans le diapo et certaines questions sont sujettes à discussion, notamment, les thérapeutiques antirétrovirales. Il n'y en a pas qu'une seule d'appropriée. On peut faire plusieurs choix en fonction de différentes informations en fonction de la patiente. Mais voilà, vous avez un petit cas clinique si vous voulez vous entraîner et aller plus loin. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, bah, on va s'arrêter là. Alors pour les 6 semaines, pour être bien clair dessus, c'est, le délai où on est certain que le test ELISA soit positif. Maintenant, dans certains cas, on peut essayer de faire un ELISA un peu plus tôt, mais entre 2 ELISA, on gardera toujours un espace de 3 semaines au moins. Simplement qu'à partir de 6 semaines, ça devient plus plus sensible, enfin 6 semaines après le rapport à risque. Le diapo, bah, je peux vous donner le lien même maintenant en soi, ça me gêne pas. Heu, ouf, hop, voilà. Donc dans le diapo, vous avez 2 parties, enfin vous avez du coup toutes les diapos et dans les notes des commentateurs, vous avez des choses, intéressantes pour vous, notamment pour tous les antirétroviraux. Bah, j'ai récupéré en fait, ce qu'il y avait dans différents livres
pour, heu, pour tout compiler, quoi. Vous avez aussi des choses intéressantes pour, d'autres choses, enfin, d'autres pathologies opportunistes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou du coup on se laisse pour ce soir? Bon, et bah, du coup, je vais vous dire bonne soirée. Désolé du coup pour le petit souci avec le QCM au tout début de la session. Puis voilà. Bonne soirée.